Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour dominée bien sûr par le vote, l'imbroglio italien d'ailleurs, devrait-on dire. Forte baisse à l'ouverture de la Bourse de Paris après cette élection qui marque la montée en puissance d'une formation que personne n'attendait. C'est globalement le parti qui dit non. Le parti qui dit non au système, le parti qui dit non aux élites, le parti qui dit non à la vieille classe politique surannée et corrompue, le parti qui dit non à l'euro, le parti qui dit non à Angela Merkel, le parti qui a dit aux Italiens ce qu'ils voulaient entendre et ils ont préféré voter pour celui qui leur disait ce qu'ils voulaient entendre plutôt que pour celui qui leur disait ce qu'ils ne voulaient plus entendre, même si pourtant Mario Monti a bel et bien détendu les niveaux de taux de dette italiens et redirigé le pays vers un assainissement des finances publiques. En tout cas, les marchés sont inquiets de voir qu'il y a une instabilité politique nouvelle en Europe, avec un retour de la prime de risque, une montée des populismes dans les pays du Sud, notamment l'Italie, mais ce n'est peut-être que le premier, et toujours la question de savoir si ce pays sera toujours en mesure tout simplement de les rembourser et s'il restera solvable. Il y aura d'autres questions dans l'actualité économique du jour, notamment celle de savoir s'il faut ou pas augmenter les impôts, puisque vous savez que c'est à nouveau d'actualité depuis les propos de Jérôme Cahuzac hier. On va en parler avec Alain Madelin, bonjour. Bonjour. Il est président du Fonds Latour Capital. Christian Parizeau, bonjour. Bonjour. Chef économiste d'Orel BGC et Laurent Vronsky, bonjour Laurent. Bonjour à tous. Directeur général d'Hervor. Mettez plus votre micro dans mon axe, Laurent. Alain, c'est grave ou pas? C'est le fameux Beppe Grillo là, qui est à la tête de ce mouvement des 5 étoiles, que globalement aucun Français ne connaissait véritablement avant qu'il soit reconnu par les urnes, qui nous dit que c'est un événement de portée mondiale, le fait qu'un quart de la population italienne ait voté non. Oui, alors le premier point... Approchez votre micro pour le coup. Le premier point, à mes yeux, très important, c'est que c'est une grande claque pour les partis installés et aussi pour les prévisionnistes. Le Financial Times n'imaginait pas que Monti puisse être en dessous de 15% ou à la limite, l'immense limite en dessous de 12%. Donc c'est une claque pour Monti. Il est sous les 10%. Hein. Deuxièmement, le retour de Berlusconi ne lasse... il est extraordinaire. Berlusconi. Incroyable. Les Italiens sont incroyables. J'avais prévu de consacrer toute ma fortune à des œuvres sociales, de façon à aider les plus pauvres. Mais la situation politique m'oblige de revenir en politique. Et d'ailleurs, mon argent, je mettrai 4 milliards de mon propre argent pour rembourser les impôts injustes que M. Monti a prélevés sur les propriétés des Italiens. Extraordinaire. Non, donc c'est la grande Italie, un comédien. Et Beppe Grillo, qui est un personnage absolument unique. Moi, je l'ai vu, il a un art de rassembler les foules, de leur parler et de leur parler juste. On vibre avec Beppe Grillo. Pendant la campagne, il a réuni à Rome, dans un meeting ouvert, 5 fois plus de personnes que le pape. Il faisait 500 000 personnes quand Barsani faisait 400 personnes dans un théâtre. Donc, il se passe assurément quelque chose. Mais ça, on en avait déjà parlé. En réalité, la zone euro, elle est soumise, au fond, in fine, à une coordonnée relativement imprévisible, qui est la coordonnée politique. Alors maintenant, bien malin peut dire ce qui va sortir de ce melting pot en Italie. Ce qui est sûr, sur le plan de l'analyse économique, Monti, moi j'aime bien Monti, je le connais, je l'aime bien, il a un beau discours. En réalité, les réformes en Italie, on ne les a pas vraiment vues. Ce qu'il a fait, c'est une belle cure d'austérité avec un beau résultat économique. 15 mois, c'est court, mais effectivement, c'est principalement de l'austérité. Mais tenez compte quand même que l'Italie, c'est un modèle économique un peu à part. Vous avez, dit-on, 8% du PIB de fraude fiscale. C'est un pays qui a une énorme économie au noir. De telle sorte qu'il a fait un choc fiscal important sur l'Italie qui était supportable parce que, à peu près dans tous les ménages, il y a un airbag, l'airbag de l'économie au noir. Donc le modèle italien n'est pas transposable à l'ensemble de l'Europe. Et côté réforme, je reste un peu sur ma faim. Ce qui est sûr, c'est que Barsani
Pepe Grillo plus Berlusconi, les réformes, on n'est pas prêt de les voir en Italie. Et ceci, bien évidemment, pose une énorme interrogation à l'Europe. Bien, alors le retour de la prime de risque en Europe, selon vous, Christian Parizeau, effectivement, avec un pays ingouvernable aujourd'hui, un Parlement bloqué, et sans doute un jeu d'alliance, avec peut-être un nouveau scrutin, si on n'arrive pas à trouver de solution avec les résultats qui nous ont été livrés dans la nuit, là. Alors c'est un retour de l'incertitude politique, c'est aussi un coup d'arrêt aux réformes. On voit qu'aujourd'hui les marchés s'est habitués à avoir des objectifs de déficit qu'on ne va pas atteindre. On voit qu'on avait des objectifs de réformes rapides et on voit que c'est plus compliqué à mettre en place. Et on voit surtout, ça montre surtout un rejet de l'Europe. Et c'est ça aussi un élément qui quand même de fond. C'est vraiment un quart d'un pays qui dit non. Stop. Voilà. Et on le voit dans les opinions publiques globalement. L'Europe est jugée responsable de la crise. Alors, à raison ou à tort, ça c'est un autre débat. On ne va pas demander à tous les votants de faire de l'analyse macroéconomique. Dans l'opinion publique aujourd'hui, c'est quand même un gros rejet de l'Europe. Et rappelez-vous, il y a une chose aujourd'hui qui est très importante. Aujourd'hui, vous êtes dans la zone euro. Vous faites n'importe quoi avec vos finances publiques, vous avez la sanction des marchés, vous êtes entre guillemets mis sous tutelle de l'Europe, puisque l'Europe va intervenir, va vous aider, mais sous condition que vous n'ayez plus de flexibilité sur votre budget. Et finalement, la BCE apporte la liquidité. Donc finalement, ce risque est géré. Le seul risque que vous ne gérez pas aujourd'hui, c'est le risque « je sors de la zone euro ». Et tout le monde a tendance à dire c'est un coût trop important. Sauf que s'il y a un vrai rejet politique et s'il y a un vrai rejet de l'Europe et de tous ces mécanismes aujourd'hui qui étaient censés rassurer les marchés, là on retourne naturellement dans ce risque de crise qu'on a connu il y a encore quelques mois. Votre avis, Laurent Vronsky, de ce vote de rejet, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, je ne sais pas si j'ai raison, mais... Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que nous vivons, c'est que quelque part l'histoire se répète un petit peu et qu'on a vraiment oublié que le politique c'est la caisse de résonance de l'économique et que tant qu'on est sur une autoroute économique où on a un niveau de chômage qui est acceptable, où on a des données économiques acceptables, eh bien je dirais qu'on a globalement un pouvoir politique qui reste sur la voie. Dès l'instant où on commence à avoir des indicateurs importants qui vire au rouge, eh bien, on ne peut pas s'affranchir du risque politique. Et je pense que quelque part, on a cru un petit peu à ce mirage et on a cru que l'Europe, c'était uniquement un risque économique et on n'a pas du tout évoqué le risque politique. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment une montée en flèche du populisme. Alors, je ne dis pas que nous sommes en 29, mais quelque part, il y a quand même des similitudes. Et la France, qui sort à peine d'une consultation électorale importante, a eu aussi ses populistes, qui... fort heureusement, n'ont pas eu le succès escompté. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à un risque politique très important dans certains pays d'Europe et surtout ceux qui vont au plus mal. Avec un scrutin à 2 tours en France qui marginalise les populistes, quand même. Il est fait pour ça. Absolument. Voilà. Maintenant, une remarque concernant... Ces fameux populistes s'en sont émus de ce scrutin. Une remarque concernant l'Italie. Monsieur Madeleine parlait donc de l'airbag des familles italiennes. Je peux vous dire que sur l'échiquier mondial, dans mon secteur, les deux concurrents les plus virulents sont les Allemands. Je rappelle que vous êtes à la tête d'Airwork qui fabrique des compresseurs d'air. Vous êtes un industriel. Hein. Voilà, et nous exportons 90% de notre production hors zone euro, donc nous pouvons avoir un regard particulier sur les compétences et les performances de nos voisins. Eh bien, je peux vous dire que les entreprises que nous rencontrons régulièrement sur tous les échiquiers sont les entreprises italiennes et allemandes. On oublie souvent que les Italiens sont de très très grands exportateurs. Donc, ce qui est intéressant, ils devraient exporter 90 milliards d'euros de plus que la France cette année. Oui. 2 fois plus de robots industriels en Italie qu'en France, 4 fois plus en Allemagne. Et ça on le voit. Donc il y a, je dirais, c'est un pays qui est en excédent primaire, c'est-à-dire que défalquer les intérêts de la dette, aujourd'hui le pays est dans le vert. Oui. C'est pour ça qu'il y a la face cachée de la Lune. Et quand on regarde la scène italienne depuis 50 ans, c'est toujours un pays qui est très compliqué à comprendre au niveau politique. Maintenant, je peux vous dire qu'au niveau économique, vous avez les entreprises qui se portent extrêmement bien et surtout, vous avez un tissu industriel constitué de PME qui fonctionne extrêmement bien, très dynamique et très exportateur. Donc moi, je ne suis pas très inquiet pour l'Italie. D'accord. C'est pas mal de rappeler quelques données macroéconomiques sur l'Italie et notamment sur effectivement sa capacité à exporter. On a tendance à considérer systématiquement comme un pays du Sud. Il y a des aspects nordiques dans l'économie. Absolument. Surtout l'Italie du Nord. Surtout l'Italie du Nord. Tout ce qui est près de Turin, il y a beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la Sicile a voté massivement pour Berlusconi, pour bouter l'Italie du Nord hors de l'Italie. Plus largement, vous avez vu ce sondage BVA assez impressionnant la semaine dernière, qui est un sondage qui est mené depuis 10 ans. Alors on aime ou on n'aime pas les sondages, mais quand la même question est posée depuis 10 ans aux Français, c'est intéressant de voir le désamour de l'Europe qui s'installe, et c'est un peu ce que vous disiez. C'est normal. Oui, mais quand même, quand vous avez 38% simplement des sondés qui vous disent que l'Union européenne porte un espoir pour eux, et le reste, c'est une contrainte et une crainte, et quand vous avez 3/4 des sondés qui vous disent que l'Union européenne est inefficace,
Ça a beau être du ressenti populaire, peut-être déconnecté de connaissances et de compétences macroéconomiques, je trouve que ce sont des chiffres dont l'évolution mérite qu'on se pose des questions. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. L'Europe, elle a représenté une promesse largement survendue de prospérité. Tout particulièrement en ce qui concerne la dernière grande construction européenne, je veux dire l'euro. Est-ce que vous y avez cru à cette promesse de prospérité dans les années 90 ? Vous avez le droit de dire que vous y avez cru, parce qu'on est très nombreux à y avoir cru. Non. Enfin, non. Sous condition. Je savais très bien que l'euro, pour tenir ses promesses, devrait être accompagné, premièrement, d'une forte discipline budgétaire. Et la France et l'Allemagne portent une responsabilité considérable en s'étant affranchis de cette discipline budgétaire et en ayant donné ainsi le signal du laxisme à l'ensemble de la zone euro. Deuxièmement, il fallait impérativement poursuivre toutes les politiques de libéralisation contenues dans le marché unique de façon à mettre énormément de souplesse dans nos économies, cette souplesse permettait le fonctionnement de l'euro. Au fond, vous avez deux Europes. Vous avez une Europe du marché commun, du marché unique, une Europe qui marche, qui a bien marché, à qui on doit énormément de choses, celle de la concurrence. Oui, bien sûr. Oui, ben, si, Vous avez des dysfonctionnements dans cette Europe du marché commun. Quand vous avez des fiscalités qui sont aux antipodes, vous avez des dysfonctionnements. Ah oui, il faut tous qu'on ait la même fiscalité. Bien, écoutez, j'ai plutôt l'impression qu'on a fait une Europe de divergence plus qu'une Europe de convergence. Je ne dis pas qu'il faut la même fiscalité. Mais la divergence, c'est la base de la fécondité de l'échange. Vous allez harmoniser les jours de soleil pour avoir une harmonisation du tourisme en Europe. Ça n'a pas de sens. Vive l'Europe de la concurrence. L'Europe de la concurrence, c'est fécond pour les produits, c'est fécond pour les services, c'est fécond aussi lorsque vous avez de la concurrence entre les États. Et la deuxième Europe, justement celle qui ne marche pas, c'est celle de l'harmonisation. C'est, entendez, uniformisation. C'est l'Europe politique, surtout vu du côté français, où le rêve, c'est, puisque les politiciens perdent un peu de pouvoir sur la réalité à l'intérieur de nos frontières nationales, c'est de le récupérer en Europe, et c'est la construction d'un super État européen. Et comme l'ensemble des partis politiques français, je vous l'annonce d'avance, vont être tous plus ou moins pour une Europe qui nous protège, pour une Europe super État lors de l'élection européenne de juin 2014, je pronostique un autre très grand divorce entre l'opinion française et ses élites politiques européennes. C'est pas simplement parce que l'Europe politique a échoué qu'il y a ce résultat dans l'opinion des sondages menés sur l'amour ou le désamour de l'Europe. C'est pas simplement parce que l'Europe politique a planté. Si l'Europe économique fonctionnait si bien, vous n'auriez pas 3/4 des Français qui la jugent inefficace. Non, mais j'ai pas dit que l'Europe économique fonctionnait bien. J'ai dit que l'Europe du marché commun. L'Europe du marché commun fonctionne bien. L'Europe politique de la construction politique de l'euro ou l'Europe des grandes politiques, prenez l'exemple de la politique agricole commune, ne fonctionne pas. Je suis d'accord pour dire que peut-être la concurrence est vertueuse, mais malgré tout, j'ai l'impression que la concurrence en matière fiscale que se livrent les États d'Europe n'a pas forcément été féconde pour la réussite du dispositif. Qu'est-ce que vous voulez ? Harmoniser vers le haut ? Je sais pas si c'est harmoniser vers le bas ? Harmoniser vers la moyenne ? Comment voulez-vous décider cela ? La majorité politique, ceci n'a aucun sens. Ça ne passera jamais, effectivement. Dans le dispositif de prise de décision, en revanche, puis-je vous dire qu'à l'origine, par exemple, de la TVA, il était prévu, on a abandonné cela, mais il était prévu que l'on pratique la TVA du pays d'origine et non pas la TVA du pays de consommation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous aviez pratiqué une vraie concurrence des TVA, je vous garantis que cette concurrence des TVA aurait agi beaucoup mieux que n'importe quelle autorité politique pour rapprocher les taux de TVA en Europe. Vos réactions, Laurent Wronski, là-dessus, c'est une question essentielle, parce que je pense que le niveau d'analyse, quand on répond à cette question et qu'on est interrogé par BVA, ne va pas jusqu'à ce qu'a décrit Alain Madelin. Moi, je pense que les grandes idées sont à la mode quand tout va bien. Et les gens ont besoin de concret. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'esprit de Madame Michu, l'Europe, c'est tout sauf concret. Je veux dire que le concret, c'est ce qu'elle vit avec l'inflation, c'est ce qu'elle vit avec le chômage, c'est ce qu'elle vit avec l'insécurité. Ça, c'est du concret. Et je pense que dans l'esprit populaire, au sens large, aujourd'hui, l'Europe, on a créé une gigantesque machine technocratique avec des gens qui sont très très déconnectés du terrain et qui créent plus de problèmes qu'ils n'apportent de solutions. Alors j'ai fait un raccourci volontaire, mais je pense qu'on est très très loin des grandes idées, fédéralisme, union, monnaie unique, etc. Beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est répété inlassablement, on l'a évoqué plusieurs fois à votre antenne, la différence entre l'inflation perçue et l'inflation réelle. Tous les gens vous diront que depuis l'euro, ils ont non pas le sentiment, mais la conviction, parce qu'ils se basent sur leur panier à eux de consommation, que les prix ont augmenté de façon vertigineuse. Donc le raccourci est fait.
C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une zone extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que les gens ont été patients, on leur a vendu quelque chose d'extrêmement virtuel. Et aujourd'hui, eh bien, l'Europe s'enfonce lentement. Je pense que malheureusement, la crise, elle est loin d'être résorbée. Je pense qu'on s'oriente vers une période beaucoup plus longue que prévu. Et on voit ressurgir les pointes du populisme, avec des discours qui sont très apaisants, parce que concret, ça veut dire quelque chose. Alors que souvent, les discours sur l'Europe sont très, très philosophiques. Votre avis pour terminer cette première partie de l'émission, Christian Parizeau, sur cette Europe qui gagne, cette Europe qui perd, cette Europe qui déçoit, et pourtant cette Europe qui a des fondements, d'après Alain Madelin, notamment sur le marché commun, qui sont absolument pas négligeables et plutôt porteurs. Je vais me mettre à la place de la personne qui ne suit pas vraiment l'économie. On lui dit, on va faire une monnaie unique, ça va nous protéger. Et aujourd'hui, on lui dit, ah oui, mais dès que ça va bien, l'euro est fort. Et c'est mauvais pour nos entreprises. Donc ça nous protège de quoi? Ça nous protège de quoi? Ça nous protège de tous les efforts de restructuration, du fait qu'on va aujourd'hui devoir réformer l'État, on va devoir couper dans les dépenses. Donc on a l'impression que cet euro nous a rien protégé socialement. Au contraire, on a l'impression que sous la pression de l'Europe, on va devoir couper sur notre système français, notre système de protection sociale. Donc le gros problème, c'est que derrière, il y a sûrement des problèmes de fond qu'a connu la France, quoi qu'il arrive, même si on n'avait pas eu l'euro. Mais globalement, on a promis aussi beaucoup que l'euro allait protéger et être un élément protecteur de notre modèle de développement en créant un marché unique. On aurait un poids politique de l'Europe, qu'on n'a pas forcément vu au niveau international, et un poids économique qui nous permettrait de résister dans notre modèle de développement. Et je pense que c'est ça aujourd'hui que l'on paye. Et puis après, il y a naturellement la chose facile, c'est la faute à l'Europe. C'est la faute à l'Europe. Au niveau politique, c'est très facile de dire qu'aujourd'hui, si on a un problème de déficit, on doit faire des efforts, c'est la faute à l'Europe, naturellement. Juste une formule. On nous a vendu l'euro, c'est la prospérité. La réalité, aujourd'hui, l'euro, c'est l'austérité. L'euro, c'est l'austérité. Et on va voir ce qui va se passer. On l'aurait peut-être eu aussi sans l'euro. Oui, bien sûr. Non, mais très clairement, pour l'opinion publique, d'une certaine façon, on peut dire également qu'à l'abri de l'euro, nous avons pu en continuer à emprunter comme des Allemands et à dépenser comme des Grecs. On va marquer une pause et on va justement évoquer l'autre grosse incertitude macroéconomique du moment qui va se concrétiser vendredi prochain, c'est le mur de la dette aux États-Unis. On a une forme de paralysie politique aussi chez les Américains et s'il n'y a pas d'accord à -5 comme d'habitude ou -2, il y a un blocage réel de l'appareil administratif aux États-Unis. Et justement, Ben Bernanke est entendu aujourd'hui à la Chambre des représentants, demain au Sénat. Il est très important de savoir quelle va être la politique monétaire que la Fed va décider de suivre dans les semaines qui viennent, car de cette politique monétaire dépendra le niveau du dollar et l'évolution des taux longs. Et par ricochet, l'évolution des taux longs également chez nous en Europe.